Voilà votre dîner, monsieur. Ce poulet ne vous tente pas? Non, merci. Oui, et le prix, ainsi que je vous le disais, va chercher dans les environs de 13 000 $. Oh, je sais, cela paraît assez élevé, mais en plus des frais que nécessite une transformation complète et subtile de votre apparence physique par la chirurgie esthétique, la SFC doit fournir un cadavre encore assez présentable qui correspond à votre corpulence et à votre signalement. La SFC? Oui, la section de fourniture de cadavres à l'organisation. Alors, ce poulet ne vous tente pas? Je ne pourrais rien avaler. Dommage. La seconde étape, c'est une mise au point compliquée de votre cadavre supposé, afin que vous soyez identifié facilement quand on le trouvera. Les traits, la dentition. Sans parler des empreintes, on ne peut réellement rien laisser au hasard. Non, rien, c'est évident. Et vous permettez, monsieur, que... En fait... Bon. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Il y a encore un autre problème. Les circonstances choisies pour votre décès doivent être plausibles. Un simple accident, aussi étrange que cela paraisse, est coûteux, monsieur Wilson. Dans ce cas, l'art, c'est de savoir détériorer suffisamment et pas trop, de sorte que l'on puisse procéder à une identification basée, comme je vous le disais, sur une série d'apparences. Il faut aussi des événements qui semblent normaux, pour des témoins, etc. Tout seulement d'une préparation minutieuse, mais nous réussissons toutes les morts. Excusez-moi, délicieux. Ici, le chef a une façon de faire rôtir les poulets qui laisse craquer sous les dents les morceaux de pont. Au choix, on peut vous retrouver de toutes sortes de façons. Excusez-moi, je parle de votre corps. Il peut avoir été, ce corps, victime d'un choc violent, un accident d'auto, une explosion. À la chasse, un coup de fusil malheureux. Oh, je crois que tout ça est trop macabre pour vous. Il y a encore beaucoup de formalités à mettre au point, mais si je peux m'exprimer ainsi, le choix de votre mort est la plus importante décision de votre existence. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui vous propose aujourd'hui une émission un peu particulière pour son émission consacrée vraiment à la société de consommation, puisque nous évoquerons uniquement des sorties Pas de Blu-ray. politique. Hein. Non mais bien évidemment. Uniquement des sorties Blu-ray. Nous démarrons avec le Sans retour de Walter Hill. J'ai sous les mains les objets, c'est magnifique. C'est l'atelier d'images. Hein. Tu me coupes quand je dis une connerie, bien évidemment. Ouais. L'atelier d'images qui sort enfin dans une copie 4K et Blu-ray, le Sans retour de Walter Hill. Nous évoquerons aussi John Frankenheimer grâce à Sidonis qui sort 2 films, notamment le Seconds Opération Diabolique, hein, que nous attendions depuis longtemps. Et puis on essaiera de garder un peu de temps quand même pour évoquer Les Yeux de Feu, c'est chez Rimini, un obscur film des années 80 de Avery Crowns, dont je n'avais jamais entendu parler, hein, très honnêtement. Ouais, on reviendra là-dessus, mais ça fait toujours plaisir de voir des chefs-d'œuvre qui débarquent de nulle part. Ouais. Chef-d'œuvre, bon. Je te laisserai, on se gardera un peu de temps en fin d'émission, bien évidemment, pour en parler. On démarre sans tarder avec donc le Sans retour de Walter Hill, et je te laisserai bien évidemment en causer Antonin, mais je tenais à dire quand même que
depuis la création du DVD, Sans Retour, ça a été pour moi l'un des premiers DVD peut-être que j'ai acquis, parce que ça fait partie des collections des DVD à 2 balles, grosso modo, hein, qu'on acquérait pour pour 2 balles justement. Et que j'avais acheté uniquement parce que c'était signé Walter Hill et que je n'avais jamais vu. J'étais curieux parce que Walter Hill, ça a toujours été quand même un peu mon dada. Et la copie était vraiment pas terrible, évidemment, mais le film, tu voyais bien que c'était un objet assez particulier qui ressemblait pas à grand-chose, surtout pour cette époque-là, à savoir vraiment fin 70, tout début 80, qui détonnait, dont personne ne parlait, qui avait aucune reconnaissance vraiment, mais comme à peu près tous les films de Walter Hill, hein, il commence là quand même enfin un peu à se faire reconnaître parce qu'il va bientôt mourir, et les gens commencent à se rendre compte quand même que c'est un bonhomme particulier, hein, qui a un discours aussi un peu à part, même parmi les cinéastes des années 70-80. Lui, il se réclame plutôt d'une vieille génération, des Hawks, des Ford et consorts. Il aurait aimé travailler justement dans les studios américains avant les années 70, mais n'empêche qu'il a vachement influencé le cinéma des années 80 en fait. Il a réussi à faire le pont entre ces différentes générations, ces différentes époques du cinéma américain, et à populariser énormément notamment un genre, hein, ça sera celui du buddy movie avec 48 heures, et ce cinéma de bonhomme. Et c'est vrai que moi, il m'a toujours plu. Ces films n'ont jamais été parfaits. Il y avait toujours des choses un petit peu bizarres ou cheap ou autre chose dans ces films. Mais il y avait toujours une espèce d'honnêteté de la forme de l'artisanat qui faisait que ça fonctionnait. Et là, dans Sans Retour, donc il fout les pieds dans le bayou. L'histoire d'une bande de bras cassés de la garde nationale qui se trouve confrontée aux rednecks, hein, du bayou, eux qui sont des guignols, qui se trouvent face à des vrais gens en fait, et puis qui se prennent un peu les pieds dans le tapis forcément. Donc quelque part entre Délivrance et puis un film de Chuck Norris parfois, parce qu'il y a une impression un petit peu trop détendue, comment dire, moins artistique que ce que pourrait faire Borman en fait. Ouais, c'est ça, côté film de Troufion quoi. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça, ouais. Après, le film, il est hyper étonnant, effectivement. Moi, ça faisait quelques années que je l'avais pas revu et j'ai à peu près le même rapport que toi à ce film-là, c'est-à-dire que voilà, c'est un film que tu découvres, moi je pense aussi via un DVD, et que tu dis putain, le film il est incroyable, mais principalement parce qu'il est hyper surprenant. Enfin, il est à la fois hyper surprenant, j'y reviendrai dans sa dernière partie, et en même temps hyper efficace par son côté buddy movie et survival, et qui aussi il est hyper surprenant. Ce que tu dis, il y a plein de trucs un peu chelous esthétiquement et qui vont correspondre un petit peu avec à peu près tous les films dont on va parler. C'est que c'est des films qui appartiennent à plein d'époques différentes à chaque fois. C'est que à la fois quand on dit que c'est un buddy movie, enfin pas un buddy movie mais un film de Troufion, survival, dans le bayou, avec des mecs qui puis tout le côté redneck, post-délivrance et tout ça, mais pas post-délivrance, plutôt vraiment survival, mais comme tous les survival, les redneck movies qui ont existé dans le cinéma d'exploitation, tu t'attends pas spécialement à voir la musique de Ry Cooder qui va avec, qui sort de Paris, Texas, ou quelque chose, ou d'ailleurs c'est avant Paris, Texas. C'est même avant Paris, Texas. Mais il a déjà travaillé avec Walter Hill avant sur les Fred James. Bien sûr, parce qu'il y a un côté chez lui où il y avait le côté le goût de l'Americana chez lui, Walter Hill, dans le Gang des Frères James, ou le bagarreur. Dans tous ces films. Dans tous ces films, t'as ce truc-là. Mais en fait, t'avais un truc un peu étrange, où effectivement, et puis Walter Hill, comme tu l'as dit, c'est aussi quelqu'un qui est assez important pour l'esthétique des années 80, qui est plutôt complètement différente de cette esthétique dont on vient de parler. C'est-à-dire que même à travers, que ce soit Les Guerriers de la Nuit ou Driver, qui va donner Drive plus tard, ou Streets of Fire, qui est hyper années 80, qui invente une sorte d'iconographie.
l'influence de Peckinpah est Complètement. toujours T'as là quand même un aussi, truc qui... dans sa mise en scène aussi, Ouais. je veux dire. Tu peux voir dans la généalogie de beaucoup de courants esthétiques, en fait Walter Hill il a été assez important partout, tu peux le placer mais dans plein de veines différentes sur la carte, et effectivement je suis d'accord, c'est pas non plus le plus grand cinéaste du siècle, pas du tout, mais par contre il y a un truc, en revoyant le film, je trouve que c'est un film qui est vraiment assez imparable et qui se regarde hyper bien parce que c'est hyper bien écrit. Il y a un truc qui est très fort et qu'on ressent aussi que dans des films comme Extrême Préjudice, c'est qu'il est très très fort pour faire des films de groupe, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes tu as 7 personnages, tu sais qui est qui. C'est marrant parce que Walter Hill, lui, sa postérité, en tout cas postérité financière, elle est assurée par un film qui est aussi un film de groupe assez imparable, qui est Alien en fait, hein, c'est le scénariste d'Alien et c'est celui qui récolte des royalties de Alien. Oui, mais il va être tranquille, indéfiniment, je pense, il est tranquille. Et c'est vrai qu'Alien, c'est un film qui est assez imparable pour montrer dès le début un groupe de personnages. Et chacun est hyper bien défini les uns après les autres, que ce soit Yasef Koto, John Hurt, que ce soit Redin Stanton, et ils sont tous hyper bien écrits. Et moi, je peux pas m'empêcher de voir une vraie trace de Walter Hill là-dedans, parce que c'est une trace qu'on va retrouver aussi dans Sans Retour, où chacun des personnages, ça marche, tu les retiens directement, les réseaux d'opposition sont hyper bien marqués, pas de façon trop appuyée, tout, l'action prédomine toujours, mais ça donne un film à la fois hyper agréable à regarder et en même temps hyper désagréable parce que c'est quand même un vrai survival poisseux, c'est-à-dire que c'est pas cool comme film. Mais t'as les pieds dans la vase. T'as les pieds dans la vase et t'as la pied dans la connerie aussi, ouais. et t'as quand même à ce truc qui est une ambiguïté. Beaucoup plus que dans Délivrance où t'avais le côté, tu sais, vraiment. C'est pour ça que je le compare à Délivrance, déjà parce que c'est des gens qui se confrontent évidemment à une nature hostile plus forte qu'eux, même si là la nature du bayou c'est pas, mais il y a aussi parce que Délivrance prend très au sérieux quand même, et c'est des personnages qui ont des discussions aussi importantes, voire philosophiques. Là on a affaire vraiment à quelque chose d'extrêmement trivial, des personnages qui sont dans le trivial constamment en fait, quoi. Et il y a autre chose, et après je te laisserai, je tiens à le dire parce que sinon je vais l'oublier encore, mais qui définit vachement, je pense, le cinéma et les personnages, les héros de Walter Hill en fait. Le héros de Walter Hill, c'est celui qui est capable, je pense, de garder son sang-froid. À partir du moment où tu paniques, tu te fais flinguer et tu disparais, quoi. Et ça, c'est un truc que tu retrouves à peu près dans tous les films de Walter Hill. Et le héros de Walter Hill, c'est celui qui est surtout capable de garder son sang-froid. Et là, on a affaire à une bande de guignols. Et évidemment, tous ceux qui ne sont pas capables de se diriger grâce au soleil, qui ne sont pas capables de garder leur sang-froid, qui ne sont pas capables justement de réfléchir et de ne pas paniquer, ils disparaissent. De toute façon, tu as ce côté chez lui qui est très. Là où il s'inscrit complètement aussi dans le cinéma classique qu'il vénère et dans lequel il a grandi en tant que cinéphile. Et où, dans l'interview qui est présent sur le Blu-ray, il dit que, mais comme quelques-uns d'autres, en disant que finalement, de toute façon, en gros, il a raté sa carrière parce que lui, ce qu'il aurait aimé, c'est être réalisateur sous contrat dans les années 40-50. Mais que finalement, le nouveau système, que ce soit celui des années 70, celui l'époque plus réactionnaire des années 80, ça lui allait beaucoup moins bien que s'il avait été complètement sous contrat, machin. Mais effectivement, tu as aussi ce truc de professionnalisme qui est vraiment hyper important. Mais ceci dit, c'est aussi de la pause, parce que chez Walter Hill, tu as quand même un truc qui on aime son cinéma aussi parce que t'as ce côté un peu cinéma de bonhomme, et nous on peut avoir un goût pour ce truc-là. On peut avoir un goût pour un cinéma très porté sur l'action et qui dirige uniquement sa caractérisation des personnages par de l'action et pas trop non plus par de la parlotte ni rien. C'est quelque chose qui peut nous plaire. Part du cinéma, quoi. Voilà. Mais ceci dit, chez Walter Hill, il y a quand même dans beaucoup de ses films une sorte de tendance à l'abstraction qui est hyper forte, qui est très marqué comme naturel quand même aussi. Et qui apparaît comme naturel, pas trop forcé, et surtout dans Sans Retour, c'est-à-dire que Sans Retour, la fin, moi je la trouve hallucinante, quoi. Enfin, la fin de Sans Retour, elle est complètement dingue, et je pourrais y revenir un tout petit peu, mais je pense que par exemple Driver, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction. Streets of Fire, même si c'est assez de mauvais goût et tout ça, il y a aussi cette tentation là. Il va y avoir beaucoup ce truc là
comme si voilà, on poussait un maximum l'esthétique un peu hawksienne de l'action et compagnie, qu'on la poussait dans les retranchements au point que ça devient un peu antonionien, c'est-à-dire vraiment des figures vides qui sont un peu dépossédées de leur corporalité ou je sais pas quoi. Et la fin, moi j'ai passé un super agréable moment à le regarder, mais en me disant bon voilà, c'est vrai que c'est pas non plus le film du siècle, mais par contre à partir du moment où ils arrivent chez les Cajuns à la fin, là, tu as quand même quelque chose qui se passe en matière de cinéma qui est complètement... Ouais. Tu as une sorte de truc où ils arrivent dans une fête cajun et le film a joué assez admirablement dans l'ambiguïté où effectivement c'est un survival, mais contrairement à Délivrance, qui est peut-être un film bien supérieur, mais qui est un film aussi qui acte le fait que les rednecks sont des tarés finis, quoi. C'est des tarés congénitaux, complètement. Ça débute sur un mec qui est débile, et puis après, les mecs, c'est des monstres, quoi. Et ce qui est une vision très urbaine de la chose, très méprisante même. Alors que là, bah, clairement, les mecs, les militaires, c'est eux les tarés, quoi. C'est eux qui ont ouvert le feu, même si c'était avec des balles à blanc. Et les mecs, en fait, ils font juste que se défendre contre ces mecs qui viennent chez eux. Très ils bien. réagissent. C'est-à-dire que c'est pas des fous furieux. Ah non, ouais. C'est-à-dire qu'ils se défendent vraiment. Bien et sûr, quand les mecs ils mettent en prisonnier un de leurs potes, bah, les mecs les poursuivent, ce qui est normal. Il faudrait faire sans retour du point de vue des ennemis. Ils font que des choses normales, voilà. quoi. C'est ça. Et quand ils ont pas à tuer pour se défendre, ils le font pas en fait. Ils laissent partir les soldats qui sont pas en train de les attaquer. Mais bien sûr. Et du coup, c'est vrai que moi cette fin, je la trouve géniale parce qu'il y a tout ce côté. Et là, pour le coup, c'est vraiment le Walter Hill Americana, mais en mode documentaire, où je pense que la plupart des gens, c'est des acteurs non pros. C'est dans une vraie village cajun. Il fout de la musique, et là, tu sens que c'est Ray Cooder qui a repéré tous les musiciens, qui les a foutus sur le plateau. Et là, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est des gueules pas possibles. La musique est dingo. Et la fiesta est super. Ils font la cuisine, ils tuent des cochons, c'est incroyable. Et en même temps, tu as ce sentiment de paranoïa où les mecs se demandent s'ils doivent faire la fête avec eux ou craindre pour leur vie. Voilà. Et les deux sont vrais. Et ils mélangent les deux, c'est l'un et l'autre. Bien sûr. Ça fonctionne super bien. Et ça fonctionne super bien. Et le montage, et là, c'est vraiment pareil. Tu dis, c'est vraiment les leçons de Peckinpah aussi sur l'usage du ralenti et compagnie. C'est à la fois hyper incarné, hyper abstrait, et qui sert aussi quelque chose où, voilà, qui est un peu beaucoup dit aussi dans tous les propos sur le film, sur le fait que voilà, c'est évidemment une allégorie du Vietnam, de ces mecs qui débarquent dans un pays. C'est influencé par ça. Hein, complètement. Après, et c'est vrai que Walter Hill a longtemps dit que c'était absolument pas le cas parce qu'il voulait surtout pas qu'on prenne intellectuellement ce film, qu'il voulait l'expérience la plus viscérale possible. C'est la position de John voulait pas, justement. Voilà. Non, moi je raconte des histoires. Bien sûr. Mais ceci dit, voilà, la fin, elle est tellement étrange, le plan final est tellement beau, tellement mystérieux et tout ça, de finir sur cette étoile sur la Jeep ou je sais pas quoi. Tu dis, c'est vraiment, là c'est touché par la grâce. Moi je trouve que les 15 dernières minutes sont touchées par la grâce, quoi. Voilà, c'était pour Sans retour de Walter Hill qui sort enfin dans une très très belle copie chez l'atelier d'images, avec en bonus en effet une interview de Walter Hill qui je pense vaut tous les autres de bonus. Ça dure un quart d'heure. Le type est passionnant quand il parle et je crois que dans pas trop longtemps il y a un livre justement d'entretien notamment qui sort avec Walter Hill. C'est Thomas Revet je crois qui fait ça. Oui, tout à fait. Et moi j'ai hâte de foutre la main dessus parce que en effet le type quand il cause il est passionnant en fait, quoi. Puis il a grandi, il a appris son métier avec des gens comme Peckinpah ou Don Siegel. Il admire évidemment Ford et Hawks, et le type est vraiment passionnant. Moi j'attends ça, j'attends aussi des restaurations d'autres films. Si quelqu'un veut s'amuser à restaurer, quand même, Dernier recours, que j'adore, avec le dernier grand film de Bruce Willis. Voilà, Dernier recours, allez-y les gars. Et le Gang des Frères James, j'aimerais bien revoir ça en bonne qualité. C'est merveilleux. Très bien. Non, voilà, il y a de quoi faire. On va se faire une petite pause justement et puis on va entendre un peu ce thème de Ray Cooder, qui a quand même fait des belles choses avant Buena Vista Social Club. et puis on parle juste après de John Frankenheimer qui est à l'honneur chez Sidonis. Ok, bon. Sims, où est la radio? Dans la flotte, où tu veux qu'elle soit. Et tu étais supposé en être responsable, t'es complètement débile ou t'es con? Non, ça va. On a aussi perdu notre chef, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? D'abord, on va faire la peau aux enculés qui ont tué Poule.
Je me souviens d'une phrase que tu m'as dit une fois. Si une paix véritable s'établit jamais en Israël, la vie te paraîtra insupportable et il faudra t'abattre comme un vieux chien de guerre. Robert, j'ai envie d'être abattu comme un vieux chien. Je suis au bout du rouleau, je jette l'éponge, je suis un homme foutu. Ah non, ne me dis pas ça à moi. Dis-le à n'importe qui, mais pas à moi. Tu es le seul à qui je puisse le dire. Tu sais, pendant 30 ans, je n'ai pas arrêté de verser le sang. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Toujours le même monde, les mêmes guerres, les mêmes ennemis, les mêmes amis et les mêmes victimes. À l'instant, on a pu écouter le thème de Ry Cooder pour Southern Comfort, Sans retour de Walter Hill, et puis des extraits à l'instant notamment de Black Sunday de John Frankenheimer qui sort en Blu-ray chez Sidonis avec Seconds, l'opération diabolique. Comme on le disait pour Sans retour, Seconds, c'est un film qu'on attendait quand même depuis très longtemps, qui avait eu le droit à des éditions américaines chez Criterion, notamment des très belles choses, mais qu'on n'avait pas eu en France et qui là enfin arrive chez nous. Mais qui était surtout ressorti en salle. Et qui était ressorti en salle via Lost Film, qu'on salue, parce qu'en effet, il y a un travail qui a été fait là-dessus et qui a permis que le film soit revu en France en salle. Donc évidemment, on était ravis de ça, mais voilà, on attendait un accompagnement éditorial d'un objet, parce qu'on est quand même dans une émission spéciale, on consomme, on consomme, et puis on est matérialiste. Voilà, l'objet. Et Seconds, donc c'est Frankenheimer, on a déjà évoqué quand même bien sûr plusieurs fois ce cinéaste dans l'émission. Donc, qui fait partie de sa trilogie de la paranoïa, grosso modo, film de 1966 qui annonce beaucoup de choses qui se feront dans les années 70 et même au niveau culturel, puisque le film lui-même montre déjà les premiers hippies presque dans une séquence exceptionnelle qu'on va peut-être réévoquer si on a le temps. On attendait donc beaucoup ce film qui a été un échec à sa sortie, qu'on n'a pas vu pendant longtemps en France, qui était, voilà, c'était compliqué, et qui forcément reste méconnu du grand public. Et qui, alors on va pas répéter tout ce qui est dit dans les bonus. Moi, ce que je voulais dire, c'est quand même, en effet, on l'attendait avec impatience. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis ravi de l'édition de Sidonis, qui a fait appel donc à Jean-Baptiste Torret, qui a évidemment fait beaucoup déjà de conférences et qui a écrit beaucoup sur le film. Donc ils ont fait appel à lui notamment pour les bonus, il y en a au moins 2 et un gros d'une demi-heure d'analyse de film vraiment, et tout ce que vous voulez apprendre sur le film sera dans ce bonus quasiment. En plus de ça, il y a des vraies curiosités. J'évoque vraiment l'aspect éditorial de l'objet parce que ça me plaît beaucoup. On est là pour faire du conseil conso. Non, mais c'est pour une fois qu'il y a vraiment, on a un objet sur un film comme ça qu'on pouvait attendre
L'accompagnement éditorial est réussi, enfin vraiment faut le dire, puisqu'ils ont déniché aussi des archives, une petite scène de tournage avec Rock Hudson qui évoque justement un tournage, une petite séquence à New York qui est très bien, et puis une interview de John Frankenheimer qui dure 10 minutes mais qui est exceptionnelle, et je sais pas d'où ça sort, c'est le seul point négatif que je pourrais apporter à ça, c'est que j'aimerais bien savoir d'où ça sort et c'est pas évoqué. En tout cas dans le petit truc que j'ai regardé, pendant 10 minutes, Frankenheimer parle de Seconds notamment, mais de sa façon de concevoir le cinéma, son travail de cinéaste, ou en tout cas pour l'instant justement, c'est qui est merveilleux, on évoquait Walter Hill, artisan tout à l'heure, ou en tout cas professionnel, et lui justement il évoque ce truc là dans le bonus: je suis un professionnel, c'est à dire que je sais que je peux faire le travail, je me considère pas comme un amateur parce que je suis capable de réaliser des choses que j'ai pas forcément envie de réaliser en fait, mais c'est mon travail donc je le fais, et je me considère pas encore comme un artiste parce que j'ai rien fait qui représente, enfin dont je suis totalement fier, qui représente complètement ce que je se dire si on voit ce film, on me voit moi. Voilà, c'est ça en fait. Et la façon dont il le dit, en fait, j'ai vu peu de cinéastes exprimer ça de cette manière en tout cas, et de manière aussi intelligente. Et j'ai trouvé ça merveilleux en fait, cette petite interview de Frankenheimer qui évoque justement son travail et surtout, voilà, cette capacité qu'il a de voilà, il a toujours ce projet en effet de pouvoir faire ce film, donc c'est un truc qui j'imagine date de la fin des années 60 en fait, cette interview. Il a toujours ce projet, je pense qu'il n'arrivera jamais. Je pense que c'est plus tardif. Plus tard, ouais, tu vois, mais c'est problématique. Et en effet, je pense qu'il a jamais réussi à faire son film. Et tu dis putain, après ça, j'aurais envie dommage qu'il soit plus là. Oui. De le revoir pour dire mais voilà, qu'est-ce que tu aurais voulu faire exactement, quel aurait été le film, tu vois. Il évoque plein de choses qui moi m'ont touché presque. Enfin, il était très 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 bien dans cette interview. Et puis voilà, cette copie de Seconds, qui est un film qui moi me fascine quand même vachement, qui reste aujourd'hui quand même. Il faut quand même, pitch-le, parce que je pense que pour ceux qui connaissent ça, alors, pas du tout de quoi voilà, on parle, alors, si vous n'avez jamais vu Seconds, je ne vais pas tout vous raconter. C'est l'histoire d'un banquier qui a une vie vraiment monotone, marié. Il a réussi, grosso modo, le rêve américain. Il a réussi sa vie professionnelle. Il est marié. Il a une fille qui est partie vivre ailleurs parce qu'elle est grande et tout ça, machin. Et un jour, il se voit proposer de façon assez mystérieuse par un ancien ami qu'il croyait mort la possibilité de changer complètement de vie, et en changeant notamment de corps, de visage, et en se faisant passer lui pour mort et en ayant une nouvelle identité par une entreprise mystérieuse. On a pu entendre des extraits en début d'émission, et puis donc il se retrouve dans le corps, ce banquier un peu gras, pas forcément très beau, tout ça machin, triste, dans le corps de Rock Hudson, qui est donc l'un des hommes les plus beaux du monde, avec une carrière de peintre à la clé, tout le bordel, mais en fait il est triste aussi, et ça fonctionne pas. Donc voilà, le film et c'est encore une fois très très bien raconté par Torre dans les bonus, à la fois un grand film paranoïaque, une grande critique du rêve américain, et plein d'autres choses à la fois, tout en racontant une histoire qui pourrait être en fait un épisode de la 4e dimension, avec qui Frankenheimer avait travaillé avec le créateur de cette série précédemment, mais vraiment en développant, mais pas pour rien non plus. C'est pas comme si on avait épisode étendu où tu dis que ça sert à rien, c'est vraiment là il développe un truc, qui creuse quelque chose, et le film se tient vraiment de A à Z. Je vais pas raconter la fin pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, mais voilà, grosso modo l'idée c'est ça. Donc on est à la fois dans un film à la limite du film d'horreur, du film fantastique, du film de Body Snatchers aussi à un moment. Et ce qui joue vachement, c'est en effet, moi ce qui m'a marqué, ce qui me marque toujours en voyant ce film, c'est évidemment la mise en scène de Frankenheimer. On avait déjà parlé, notamment pour ses premiers films, et lui il a souvent parlé de ça aussi d'ailleurs. Donc il démarre vraiment dans les années 60 dans le système de studio
à tourner en studio et ça lui plaît pas. Frankenheimer, pendant longtemps... Il démarre à la télé. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais Frankenheimer, ce qu'il a souvent dit, c'est qu'il préférait presque la télé parce qu'il avait plus de liberté à la télé. Il avait plusieurs caméras, il pouvait improviser, il pouvait faire plein de choses. Et au cinéma, il se trouve avec une seule caméra, il se trouve à devoir filmer dans une petite boîte. Ça lui plaisait beaucoup moins. Il cherchait vraiment à aller tourner en décor naturel et à pouvoir faire des choses particulières qui correspondaient aussi justement au sujet qu'il évoquait. Et il a eu plusieurs déconvenues cinématographiques justement au début de sa carrière où il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et seconde, il sera limité aussi parfois pour des choses, mais c'est un film qui lui permet vraiment de sortir sa caméra et d'expérimenter, mais pas expérimenter pour juste le plaisir, c'est pour vraiment raconter quelque chose de différent. Torre revient beaucoup sur l'introduction du film et je suis d'accord avec lui, il y a une intro qui est folle, qui pourrait ressembler à un film noir, mais voilà, c'est filmé d'une telle manière avec des expérimentations qu'on perçoit les choses différemment. Moi, je ressens vraiment cette force de la mise en scène de Frankenheimer dans cette séquence folle, cette parenthèse du vin et de la fête du vin avec les hippies, les proto-hippies, en fait, où là, d'un coup, tu dis, mais c'est complètement fou de voir un truc pareil déjà en 66, mais encore aujourd'hui, cette liberté et cette inquiétude en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un mélange à la fois, on pourrait être dans les prémices du folk horror, en fait, et qui évoque beaucoup de choses, tout en montrant tout simplement, en fait, quelque chose d'extrêmement contemporain de ce qui se passait. Et il y a une force dans cette séquence qui peut-être très courte en fait, mais qui moi me marque énormément. Ouais, je pense que c'est... Et qui représente vachement ce qui est capable de faire Frankenheimer. Oui, en fait. je pense que tu as ce truc-là. Bah, moi, je trouve que la scène, elle est démente parce qu'effectivement, elle peut expliquer aussi l'insuccès du film quelque part, parce qu'en fait, le film, à sa sortie, évidemment, c'est un échec cinglant. Il peut ne satisfaire personne. Et cette scène-là, on pourrait dire, bah voilà, elle pourrait satisfaire toute la contre-culture des années 60 qui serait à même de s'identifier là-dedans parce que, bah voilà, c'est hyper cool. On pourrait se dire, ah bah non, ce mec-là, en fait, il pourrait très bien connaître une nouvelle vie dans cette nouvelle société qui pourrait arriver un peu New Age, tel que ça pouvait arriver de ces rites néo-païens des années 60 aux États-Unis. Mais sauf qu'en fait, c'est aussi pire que l'autre, quoi. C'est juste une autre forme d'aliénation. Enfin, en tout cas, la dimension horrifique que peut avoir cette scène-là, l'inquiétude qu'on peut ressentir, c'est effectivement l'inquiétude de ce type-là qui est complètement un élément complètement exogène parce qu'on l'a vu sous sa forme originelle et même en tant que Rock Hudson, c'est exogène par rapport à ce côté des hippies là-dedans à poil et compagnie. Mais c'est aussi, voilà, cette sorte de communion dans ce gros bac de vin, cette sorte de négation de l'individualité, bah en fait trouve un écho dans lui ce qu'il vit clairement, où l'identité devient hyper fluctuante, où il se demande où il est à travers toutes ces différentes identités. Enfin, le film est vraiment pareil, au carrefour de plein de choses et il en demeure à chaque fois. C'est toujours un film hyper chouette à voir encore aujourd'hui parce que c'est pas un film qui joue aussi la carte de la contre-culture contre la culture officielle. C'est aussi un film qui arrive à s'échapper d'un truc qui peut être assez commun à certains films des années 60 ou 70 qui se veulent contestataires, qui vont dire bon bah voilà, l'avenir c'est plutôt dans cette nouvelle société qui est en train de naître. Dans Frankenheimer, il dit pas trop ça, il est quand même sur un registre plus existentiel aussi. Oui, parce qu'il exploite un personnage et c'est ça qui est beau, hein. Par exemple, Rock Hudson assiste à cette fête, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en effet, derrière Rock Hudson, il y a ce vieux banquier conservateur. On ne peut que l'avoir en tête, quoi. Voilà, qui assiste à ça et dit bah non, mais c'est pas ça que je veux en fait, quoi. Et donc en effet, la cohabitation est impossible en fait et inquiétante. Et il nous montre à la fois lui, en effet, cette espèce de fraîcheur, de légèreté, de folie, de ça machin. Oui, mais en fait, tout le monde n'est pas adapté à ça en fait, quoi. Complètement. Et donc, ouais, du coup, après, c'est vrai, comme tu l'as dit, on avait souvent évoqué à de nombreuses reprises, en tout cas, et au fil des éditions DVD et Blu-ray, Frankenheimer, parce que c'est vrai que c'est une petite...
Oui, c'est quand même une interrogation, mais qui recoupe en tout cas une interrogation qui court un petit peu dans la cinéphilie aussi. C'est sur celle des années 60 américaines et de certains cinéastes. Du voilà. fait que les États-Unis, le cinéma américain dans les années 60 est un peu paumé, influencé à la fois par la nouvelle vague européenne, les nouvelles vagues européennes. Ce qu'on ressent beaucoup dans voilà, Sundance. Voilà. Et en même temps, cette volonté justement de se défaire de la télévision qui est elle-même en train de à la fois de gagner du terrain, d'en perdre. Il y a toute une période. Et puis toute une nouvelle génération qui viennent de ça, les Lumet, les Mulligan, les Schaffner, qui viennent de ce terrain de la télévision, qui est une école de cinéma complètement folle à l'époque. Hein, voilà. C'est d'ailleurs amusant que le type ait terminé sur HBO. Frankenheimer, il a plutôt terminé sur HBO avec plusieurs téléfilms grand luxe HBO dans les années 90 voire 2000, me semble-t-il, je crois. Et en tout cas, voilà, il a terminé quand même à la télévision, mine de rien, mais dans des conditions complètement radicalement différentes de ce qu'il pouvait connaître dans les années 60. Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui est père voilà, divers et qui voilà, est quelqu'un qui est assez difficilement saisissable de par la variété des films dans lesquels qu'il a pu faire, et notamment ce Black Sunday qu'il va faire 10 ans plus tard. dans les années 70, voilà, à la fin des années 70. Un truc comme ça. Donc en effet, en 10 ans, il s'est passé énormément de choses en fait. Et on est passé de secondes à Black Sunday. Black Sunday, donc, qui lui évoque un... Putain, ça va être compliqué à raconter en même temps, quoi. Mais ça parle de terrorisme. C'est le film qui influence par exemple beaucoup Munich de Spielberg. Disons qu'en fait, ça tire sa fiction du même fait historique qui est l'attentat aux Jeux Olympiques de Munich par Septembre Noir. Et c'est adapté d'un roman de Thomas Harris, donc le fameux Thomas Harris du Silence des Agneaux. Qui c'est son premier roman, je crois, Thomas Harris, me semble-t-il, et qui beaucoup plus d'espionnage, qui tire une fiction en tout cas de la revanche, enfin non pas la revanche, mais en tout cas la continuation des activités terroristes et militantes des groupes palestiniens contre les alliés d'Israël. Je sais pas si Palestine est citée dans le film. Ça commence en Palestine, me semble-t-il, parce qu'en fait, le mot Palestine, je crois qu'il est pas. Alors peut-être pas. Il parle de Beyrouth. Oui, en tout cas, ça prend peut-être des pincettes là-dessus où nous on peut que voir que c'est ça. Mais ceci dit, le film s'ouvre avec un japonais, un arabe et une allemande. Et le japonais, on voit que c'est très clairement l'armée rouge japonaise. On va avoir l'allemande qui est quelqu'un qui habitait en Palestine avec fille. C'est Marthe Keller, mais a priori elle est fille d'un Palestinien. On a un peu de mal à le croire, mais pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, ça s'inscrit dans un contexte géopolitique assez brûlant par rapport à l'actualité de Munich, des Jeux Olympiques, et en tout cas qui va dérouler plutôt un programme de thriller d'espionnage et qui va se terminer en une grande scène de film catastrophe, comme ça pouvait être le cas dans les années 70 dans le cinéma américain un peu majoritaire aussi, Poséidon, La Tour Infernale et compagnie. Et c'est un film que moi j'avais mis pas mal de temps à voir parce que je l'ai découvert à l'occasion de la sortie de ce Blu-ray. Je me suis toujours dit que ça allait être à moitié naze, que c'était vraiment du cinéma hollywoodien qui se faisait parallèlement, qui continuait en bon papa sa production parallèlement à tout ce qui se pouvait se faire d'exceptionnel dans le cinéma américain des années 70. Tout est misé sur les effets spéciaux aussi, oui, sur puis ce genre de un gros casting, voilà. machin. Alors ceci dit, c'est vrai que là c'est pas un gros casting, mais on retrouve quand même Robert Shaw qui sortait des Dents de la Mer. Il y a Bruce Dern qui est un pur produit un peu années 70 du cinéma des années 70. Marthe Keller qui sortait aussi d'une précédente production de Robert Evans, Marathon Man, je crois que c'est avant. C'est Robert Evans aussi. Ouais, c'est Robert Evans qui produit. Donc ça fait partie en tout cas du palmarès de production de Robert Evans qui est assez exceptionnel. Hein. Donc si vous ne savez pas, Robert Evans, c'est le parrain. Le parrain, c'est Rosemary's Baby, c'est Chinatown. Là, c'est un des producteurs les plus flamboyants hollywoodiens des années 70 qui a un palmarès de production hallucinant. Et c'est vrai que Black Sunday, en le revoyant, évidemment, c'est un peu en dessous évidemment du parrain, mais tout est un peu en dessous du parrain. Mais c'est quand même un film que j'ai pris un plaisir fou à regarder pour plein de raisons, hein, parce qu'effectivement il y a un aspect un peu film catastrophe de l'époque. Je sais que le film par exemple avait beaucoup souffert
de sa sortie la même année que Star Wars, parce qu'effectivement, ça tenait pas la route, ne serait-ce qu'en termes d'effets spéciaux et en termes de grands spectacles. Et effectivement, la scène finale de Black Sunday, moi je la trouve géniale, mais elle repose uniquement sur de la mise en scène, c'est-à-dire pas sur du montage, pas sur sa beaucoup, puissance mais graphique, comme beaucoup d'autres que sur séquences du du montage film, complètement. Il y a plein de séquences du film où il y a une brutalité qui apparaît d'un coup, et du coup il y a des plans très courts, tu vois, une tête qui explose, machin. Ah oui, oui, oui. Mais en fait, ouais. il fait participer toute sa mise en scène et englobe tout, enfin sa mise en scène englobe tout ça en fait, et du coup ça participe vraiment, ces plans un petit peu, en tout cas dans la première partie, parce que je l'admets, j'ai pas revu le film en entier et c'est terrible parce que la première partie que j'ai vue était géniale, mais les plans déjà de violence qu'il y a dans la première partie, tu te dis d'un coup tu as un plan comme ça, une image qui est sèche, qui est rapide, qui est en fait, voilà, ça participe vraiment à la tension du film, et il aurait eu plus de moyens pour faire ce truc-là, ça aurait pas forcément été mieux. Alors pour la séquence finale, oui, la séquence finale, c'est un peu autre chose, parce que tu sens que voilà, ça pallie aux insuffisances techniques de l'époque aussi. Hein. C'est quand même, ça raconte quand même pendant un vrai match du Super Bowl un attentat raté avec un zeppelin. Donc là, tu dis, c'est quand même compliqué à filmer à l'époque dans un vrai match, hein, le vrai Super Bowl et tout ça. Mais je trouve qu'il s'en tire admirablement bien. Et puis c'est aussi que dramaturgiquement, en fait, ça fonctionne à plein. Tous les fils narratifs se sont tendus jusqu'au slip, et en fait, tu es vraiment à fond dans l'histoire à ce moment-là. Mais effectivement, là où il est absolument brillant, je sais qu'il y a une scène qui est complètement démente, c'est le moment où le terroriste arabe à Miami se fait courser par les agents, enfin le FBI, la police et l'agent israélien, l'agent du Mossad, et la scène, elle est démente, et surtout sur un mode qui est vraiment typique, qui est le mode typique des années 70 à la French Connection, non pas en caméra embarquée, mais de la façon la plus bouillonnante et chaotique possible, mais en même temps d'une lisibilité de l'action extrême. Donc vraiment le truc Friedkin, quoi, qui te donne l'impression que c'est pris sur le vif, alors que tout est... voilà, c'est la limpidité de l'action pour le spectateur, elle est totale, et tu as quand même toute la valeur ajoutée d'une impression de pris sur le vif, et dans lequel Frankenheimer a excellé beaucoup, quoi. Pour terminer, parce qu'on va écouter cette séquence tout de suite d'ailleurs, moi il y a une scène quand même que j'ai trouvée fascinante, et je pense que c'est vraiment le genre de séquence qu'il faudrait voir et revoir encore et encore. C'est dans la première partie du film, le personnage de Bruce Dern, qui est donc allié des terroristes, qui va faire un test pour voir si justement lui, qui est pilote du Zeppelin, va pouvoir balancer son arme massive à base de clous sur les spectateurs, va faire un test dans une grange paumée dans le désert. On s'en rend pas forcément compte dans l'extrait, mais il est suffisamment génial pour qu'on le diffuse quand même à l'antenne. Mais en fait, voilà, il fait exploser sa bombe dans une grange, avec juste un bonhomme à l'intérieur de la grange qui n'a pas conscience de ce qui va se passer. Et lui va rester fasciné par justement les impacts provoqués par son explosif, les impacts de clous sur les murs de la grange. La mise en scène est absolument merveilleuse, parce qu'en effet, les images sont sublimes, c'est des tôles qui sont percées de milliers de trous et qui font des traits de lumière partout, donc les images sont superbes. Le type est fasciné par ces trous, par cette lumière, et à ses pieds il y a un cadavre en fait, et les deux personnages se foutent royalement du cadavre, mais la mise en scène nous rappelle bien régulièrement, voilà, le type est fasciné par l'image, par le résultat, mais pas par le cadavre qui est à ses pieds en fait. Et il y a quelque chose de très très fort en termes de mise en scène et de même d'esthétique, en tout cas de dialectique et tout ça, entre je trouve l'image belle séquence, et l'horreur de ce que tu filmes, quoi. Exactement, et je trouve cette séquence absolument extraordinaire en fait, quoi. Et dans un film qui ne fait que de travailler cette idée que la guerre idéologique et terroriste du coup est d'abord avant tout une guerre d'images et d'idées, de l'image qui va
va te véhiculer une idée, que chacun doit créer une image qui soit plus forte que celle de son ennemi pour pouvoir rendre son idée, son idéologie plus forte que l'autre, et ben cette scène-là trouve un écho particulier. Voilà. Ouais. On écoute ça et puis on termine l'émission avec Les Yeux de Feu. Merci. Je suis prêt. C'est parfaitement symétrique. Michael! C'est parfaitement symétrique. Michael, je t'en prie, ne restons pas ici trop longtemps. Regarde, ça marche. Regarde, chérie, regarde ça. Je t'en prie, Michael, là, Mais non, Dieu, je te dis de regarder, on ne s'en ira pas. Regarde ça. Et tu dis, observe. C'est une réussite sensationnelle et toi, tu veux t'en aller? Regarde ça. Cet instant-là, nous le méritons, chérie. Il faut que tu comprennes. Quand on fera sauter le grand modèle, on sautera avec. Regarde ça. C'est d'une précision absolument remarquable. Ah, mon Dieu. Il n'y a aucun endroit où les fléchettes se sont mises en paquet. Elles sont toutes également espacées. Dans un arc impeccable. Regarde ici. Regarde là. Cette lumière sur ton visage. Ah, tu es si belle comme ça. Cette constellation de petites étoiles sur ton visage, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune des fléchettes est partie dans l'angle idéal pour effectuer la trajectoire prévue. J'étais très inquiet, tu sais. Je craignais de les avoir groupées trop près de la charge et qu'elles allaient se désintégrer. Dans ce cas, je n'aurais réussi qu'à crever quelques dizaines de milliers de tympans en me suicidant. Ne fais pas cette tête, ma chérie. On est des champions! Regarde ça, je te dis qu'on est des champions, tu ne comprends pas? Chérie, n'oublie pas une chose. Le jour où on fera sauter le grand modèle, on sera à 30 mètres du sol, à la verticale du centre du terrain. Alors regarde ça, ça veut dire que 222 000 fléchettes iront tuer plus de 80 000 personnes. Ça devrait être passablement efficace. Et même foutrement efficace. C'était un extrait superbe de Black Sunday de John Frankenheimer qui paraît donc en Blu-ray dans une superbe édition chez Sidonis et qu'on vous encourage à vous procurer pour faire vivre le secteur, parce que nous on est là pour faire vivre l'économie du cinéma français via les éditions vidéographiques. Et donc il nous reste très peu de temps a priori pour parler des Yeux de Feu, qui est vraiment moi ma grosse découverte de l'année pour l'instant. Un de ces rares films qui arrivent dans la vie de cinéphile, mais de moins en moins souvent quand au fil du moment on vieillit et qu'on connaît tout, qu'on a tout chié dans sa vie. Moi en tout cas j'ai l'impression que l'histoire du cinéma n'a aucun secret pour moi, et de temps en temps il y a des trucs qui déboulent comme ça, et là ça déboule dans la collection Angoisse de chez notre ami de chez Rimini Édition, et c'est un film dont je n'avais jamais entendu parler, alors même que il appartient à un genre qui moi m'intéresse en étant un plutôt gros fan de The Wicker Man, qui est celui de la folk horror, ce genre horrifique qui travaille un petit peu les peurs un petit peu païennes, en tout cas qui joue un petit peu sur cette sorte d'antagonisme qu'il y a entre la chrétienté, ce goût de la transcendance lié à la chrétienté, et plutôt des peurs plutôt animistes de vieille culture ancestrale qui travaille une sorte de mythologie plutôt animiste, et dans lequel évidemment Wicker Man trône tout en haut, mais on pourrait aussi mettre à la tradition Midsommar aussi, la tradition, c'est un truc qui est assez large en effet. Bien sûr, et voilà, pour ceux qui découvraient un peu le truc, le représentant le plus récent c'est Midsommar, mais quelques films post-Hammer, produits par la Hammer quelquefois, ont un petit peu inauguré le genre. Et là, Les Yeux de Feu, dont on n'a pas vraiment beaucoup le temps de parler, mais je vous encourage à écouter cette émission que je n'ai pas écoutée encore et que je n'écouterai peut-être jamais d'en attendant Godard, qui d'ailleurs, on a d'ailleurs un petit extrait à passer. Juste pour le plaisir. Et nous avons Thomas Gombaud avec nous, qui est le rédacteur en chef de En attendant Godard. C'est l'émission de cinéma de Célab, qui est presque aussi bien que Le cinéma est mort. Mais comme on n'a pas pu les avoir, du coup, on se rabat sur... Voilà. Bonsoir Thomas. Salut les kids. Ça va? Ça va, merci. Très heureux d'être là en une si belle compagnie. Voilà.
C'est un extrait évidemment du live YouTube de Monsieur Bobine qu'on vous engage à écouter. Cet extrait provient d'une émission consacrée à Bob Dylan. Donc moi les yeux de feu, comme je disais, moi c'est vraiment une vraie découverte. C'est un film qui date des années 80 et qui s'inscrit un petit peu dans cette sorte de petit fil rouge qu'on a pu avoir depuis le début de cette émission de films vraiment à contretemps. Parce que voilà, là dans les années 80, évidemment, là quand on fait un film un petit peu horrifique, on pense plutôt évidemment peut-être à Freddy, à toute la vogue des slashers de l'époque. Donc plutôt une peur plutôt urbaine, plutôt basée sur une sorte de que des mythologies de croque-mitaine, mais plutôt urbaines. Jason, tout ça, des Halloween, icônes, des choses comme ça. C'est ce qui est représenté dans il y a plusieurs documentaires sur l'époque VHS, justement, parce que ça en fait partie de cette époque VHS. Et en effet, on a plutôt affaire à des jeunes qui découvrent leur sexualité et qui se font massacrer. Complètement. Et même dans les franges la plus, on va dire... pas underground, ça serait vraiment trop dire, mais non, du mais cinéma d'horreur. Il y a des petites exceptions, genre Candyman, ou trucs comme ça. Bien sûr, mais qui sont aussi urbains, mais on va avoir tous les maniaques, tous les films qui se basent dans le New York des années 80, le New York pré-Giuliani, avant que Giuliani fasse le ménage et que New York était impraticable, bourré de sauvageons à nettoyer au Karcher. Non, mais on peut même plus y fumer. Mais voilà, en tout cas, les Yeux de Feu, c'est un film assez étrange et qui s'inscrit aussi dans un truc que moi j'aime bien, parce qu'il y a quelques très bons films là-dessus qui sont les westerns fantastiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, et c'est des films qui, je pense par exemple à Vorace d'Antonia Bird, qui est un film qui a complètement disparu des radars, qui est un western fantastique, enfin plus ou moins fantastique en tout cas, qui est un western avec du cannibalisme, et qui est plutôt un très bon film, mais qui a vraiment un peu disparu des radars et qui devient un petit peu culte. Il faudrait peut-être ressortir avec le Bon Tomahawk, en tout cas ça commence sur les auspices du western avec un vrai récit de pionnier quelque part, d'une bande un petit peu qui se rejoignent presque par obligation matérielle, qui commence à aller dans les territoires inoccupés, donc les territoires plutôt occupés par les Indiens, et pour aller fonder une nouvelle colonie parce qu'ils ont été virés de leur précédent village, et qui vont guidés par un prêtre plutôt dévot et bigot, devoir mettre à l'épreuve leur foi chrétienne devant des croyances et un monde, objectivement plutôt pas du tout guidé par une sorte de transcendance chrétienne, mais plutôt par non pas des peurs, mais en tout cas un vrai monde souterrain qui serait plus de l'ordre de la sorcellerie animiste, d'un vrai rapport à la nature. Vraies créatures qui leur apparaissent en tout cas. Et moi j'ai trouvé le film arbres qui prennent vie, absolument saisissant. Pour plein de choses, effectivement il y a un petit côté série B dans le truc, assez presque vulgaire dans ses effets, très propre aux années 80, dans certains de ses effets sonores. On a la musique de Brad Fiedel qui fera Terminator avec des effets sonores. Alors autant le thème de Terminator est super, mais c'est vrai que Brad Fiedel c'est pas non plus le compositeur du siècle, même si le thème de Terminator est super. Là on a ce truc là, certains effets de photographie qui sont un peu nazes, mais t'as un truc qui est absolument génial et qui doit venir évidemment en m'étant renseigné via en tout cas le Blu-ray sur le passé de ce type-là, qui n'a pas fait grand-chose d'autre, Ray Cross, qui est un photographe. C'est qu'en fait il y a une inquiétude de tous les plans, c'est-à-dire que le moindre plan dans le cadrage peut se transformer directement, suivant que même tu regardes un arbre, et si tu le regardes mieux, tu vois un visage dans l'arbre. En fait, il y a un travail de photographie et de production design que je trouve hallucinant. Et aussi vraiment un vrai savoir-faire cinématographique en termes de montage dans des effets, non pas de jumpscare, mais d'images horrifiques saisissantes d'une vieille nana qui est en train de bêcher la terre et qui creuse la terre avec sa bêche, et puis d'un coup la bêche vient écraser un visage tout terreux qui est inscrit dans la terre. Tu dis mais c'est des images qui sont
vraiment hyper forte et qui habite les cauchemars, quoi. On va terminer malheureusement. Moi, je voudrais juste rajouter que c'est un film qui n'est pas forcément évident parce qu'en termes de narration, en effet, il faut accepter en fait des apparitions, les différentes apparitions auxquelles on n'aura pas forcément d'explication en fait. Voilà, c'est des apparitions. Et moi, en revoyant le film et notamment via des effets visuels qui pourraient paraître désuets aujourd'hui, mais moi quand j'ai vu le film, j'ai pensé à un gros mot, c'était une forme de poésie, vraiment quoi. Et justement par l'absence peut-être d'explication et le fait qu'il faut, et c'est peut-être la base enfin ce qui pourrait me plaire le plus dans ce genre du folk horror en fait, c'est-à-dire qu'à un moment il faut que t'acceptes ces choses-là, que les personnages réagissent ou non d'ailleurs à ça. Et là, le fait qu'il y ait ces effets visuels, en effet un peu désuets, mais qui ont énormément de charme et auxquels il y a une absence de cynisme tellement totale en fait dans l'objet que tu bah ouais, moi j'ai pensé à de la poésie beaucoup en fait. Il faut accepter de se laisser entraîné par l'objet sans chercher des explications justement. C'est le propos même, j'ai l'impression, du film, c'est que non, il n'y a pas d'explication en fait, et que justement il y a des choses qui apparaissent, il y a des magies, il y a des inquiétudes, il y a des forces en fait qui peuplent le film en entier, pas justement le décor mais le film en entier, est influencé par une espèce de force et de bizarrerie en fait, et il faut être prêt à l'accepter quoi. Bah moi ce pourquoi moi j'aime la folk horror, c'est que ça arrive justement à habiter la nature en fait quoi. Ça arrive à filmer à des arbres et que tu te dis bah voilà, il y a des arbres et puis en fait c'est un esprit de la forêt ou je sais pas quoi, même si tu ne filmes qu'un arbre quoi, et ça arrive à habiter chaque plan. C'est très cinématographique, c'est que d'un coup bah voilà, tu te retrouves avec tout ce truc là et c'est transcendé par toutes les forces qui sont supposés les sous-tendre en fait quoi. Et je trouve que le film fait ça admirablement, parce qu'on insiste presque trop sur la désuétude des effets visuels, parce que je pense qu'au contraire le film est plutôt très physique, hein. Voir des mecs tout nus couverts de boue qui se baladent à poil avec des feuilles collées, c'est pas désuet, c'est très physique, c'est très organique, et en fait ça te fout juste là un peu les jetons, et c'est ouais, non, je trouve ça superbe. Il est temps malheureusement de se quitter. Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast sur le site de Canal B, et puis le lien pour écouter cette émission sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Je rappelle donc que Sans Retour de Walter Hill est sorti en Blu-ray super édition, et comme toutes les autres d'ailleurs, chez l'Atelier d'Images, que Seconds, l'Opération Diabolique, et Black Sunday de John Frankenheimer sont disponibles chez Sidonis, et que Les Yeux de Feu de Avery Crowns est disponible lui chez Rimini. On se retrouve très bientôt. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Ciao. Des bisous. Smiley says I ain't gonna be dying. How's he been knowing that? How you know that, Smiley? I wish I knew it was gonna happen to me. Da said it was like cold eyes at a hot fire. The eyes of animals around a campfire in the night. And animals might know what a fire was, but they wouldn't know how it was made. And a smart creature would be satisfied knowing that if he got close, he got warm. And if he got too close, he got burnt. But some can't leave the fire alone. They get to thinking they're bigger than it is. And before long, they're dancing in the middle of it. Till there's nothing left but those cold eyes melting in the hot flame.